À 4 heures, 57 camions glissent sur une route vide près de la frontière togolaise. Un drone s'arrache au sol, le ciel se referme et sous la farine et le lait surgissent fusils, grenades, roquettes, missiles, certains marqués 2023, pour une valeur annoncée de 700 millions de dollars. Que dit, pour la sécurité de tous, la fenêtre promise entre 3h45 et 4h20? Que suit Ibrahim Traoré en temps réel sans quitter l'écran des opérations? Car en moins de 2 heures, une attaque peut avancer sans tirer un seul coup. Cette enquête promet une compréhension précise et non un simple récit spectaculaire. Montrer comment une nation peut être attaquée sans affrontement direct par la maîtrise des routes, des horaires et des flux invisibles. Le bénéfice est clair: identifier la méthode cachée qui rend l'ingérence possible. L'enjeu dépasse la saisie d'une cargaison, parce qu'il engage la capacité d'un État à repérer une menace dissimulée dans une routine logistique avant qu'elle ne se réplique ailleurs. Un convoi qui paraît ordinaire devient alors un test. Ce que l'État voit, ce qu'il rate, et la vitesse à laquelle il relie des indices dispersés. Derrière chaque camion se dessine un risque cumulatif. Si un réseau s'est convergé sans être vu, il peut se déplacer, s'adapter, puis frapper sur un autre axe. Le dossier devient une question de souveraineté opérationnelle, pas seulement de sécurité ponctuelle. Et si Ibrahim Traoré exige une preuve robuste, c'est parce que la réaction de demain se décide dans la lecture d'aujourd'hui. En moins de 2 heures après l'arrêt du premier camion, les enquêteurs comprennent que les 57 véhicules ne viennent pas du même point. Cette convergence parfaitement synchronisée révèle une opération conçue pour échapper au radar, et non une simple erreur humaine amplifiée par le hasard. Ce renversement change immédiatement la lecture du terrain. Là où l'on attendrait une chaîne de décisions improvisées, apparaît une précision quasi militaire. Itinéraires compatibles, contrôles évités, instructions distribuées en fragments. Chaque chauffeur ne connaît qu'un morceau du trajet, jamais l'ensemble, comme si le plan avait été découpé pour empêcher toute vision globale et réduire le risque de fuite. Ce détail n'est pas seulement logistique, il devient politique parce qu'il transforme une saisie en signal. Le contexte du Sahel, déjà marqué par des flux illicites, rend l'affaire plus dangereuse encore. La routine est précisément ce que le dispositif imite. Les sacs de farine et les caisses de lait ne servent pas uniquement de camouflage matériel, ils servent de camouflage mental. Ils invitent à regarder ailleurs, à classer l'alerte dans la catégorie du banal. Or ici, le banal est la méthode. Ce qui se joue n'est pas la découverte d'armes, mais l'exposition d'un mode opératoire. Contrôler les routes, contrôler les horaires, contrôler la perception. Les premières auditions apportant alors une pièce qui verrouille l'hypothèse. Plusieurs chauffeurs évoquent un créneau garanti. Entre 3h45 et 4h20, la route devait être libre. À ce stade, l'opération cesse d'être une simple circulation. Elle devient une maîtrise du temps, donc une maîtrise du système. Quelqu'un anticipe les contrôles, sait quand le passage est le plus sûr et sait comment synchroniser des trajectoires qui n'auraient jamais dû se croiser. Informé en temps réel, Ibrahim Traoré suit l'évolution comme une séquence stratégique. Non pas combien a été saisi, mais comment l'attaque avance sans violence apparente. Et une question s'ouvre, plus large que cette frontière. Si cette mécanique a été possible une fois, combien de fois peut-elle être reproduite ailleurs? Au cœur de la nuit, un nom revient dans les premières notes d'intervention. Le capitaine Musa Caboré, chef des gardes-frontières de la région des Canaries. Son rôle n'est pas celui d'un héros proclamé, mais celui d'un lecteur d'anomalies. Il connaît la musique des routes ertes, les silences qui ne trompent pas, et surtout la différence entre un convoi chanceux et un convoi discipliné.
Quand il observe la cadence, l'espacement, la logique des passages, il comprend que quelque chose sonne trop juste. Il agit sans bruit. Il ne convoque pas une démonstration de force. Il rassemble une équipe réduite, place ses hommes là où l'inertie administrative ne peut pas les ralentir, et prépare l'interception comme on ferme une porte avant l'orage. Le premier camion s'immobilise, puis un deuxième, puis un troisième. À chaque arrêt, la même signature se répète. Emballage soigné, compartiments identiques, absence de chaos. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement ce qui est caché, mais la cohérence de la dissimulation. Dans cette phase précoce, l'impact n'est pas encore national, il est psychologique. Caboret et ses hommes passent d'un contrôle de routine à la sensation d'avoir touché un système plus vaste que leur point de passage. Les chauffeurs ne se connaissent pas et pourtant leurs trajectoires se répondent comme si elles avaient été écrites à l'avance. Ce décalage suffit à faire basculer l'affaire. On ne saisit plus une cargaison, on révèle une architecture. Et c'est ici que le so what devient concret. Si une menace peut se déguiser en normalité, alors la souveraineté commence par la capacité à lire le détail. Le déclencheur n'est pas une explosion, ni une rafale. Le déclencheur, c'est l'immobilisation du premier camion. Sur une route désertée, à l'heure où l'attention se relâche, un véhicule s'arrête et la scène bascule. Sous des sacs de farine et des caisses de lait apparaissent des armes emballées avec une rigueur presque industrielle, certaines encore marquées de codes récents. Rien n'est jeté au hasard. Chaque caisse est scellée de la même manière, chaque compartiment répond à la même logique. À ce moment précis, l'hypothèse d'un trafic improvisé commence déjà à se fissurer. Puis vient l'accélération. Un deuxième camion est arrêté, puis un troisième, comme si l'interception ouvrait une brèche dans une mécanique qui, jusque-là, s'imaginait invulnérable. Chaque nouveau véhicule confirme la signature. Même méthode d'emballage, même discipline, même apparence de routine. Les chauffeurs, interrogés séparément, ne se connaissent pas. Ils n'ont pas partagé le même point de départ. Ils n'ont pas la même histoire. Pourtant, leurs trajets convergent avec une précision troublante, comme si la route elle-même avait été programmée pour rassembler des trajectoires distinctes dans un même couloir de passage. C'est ici que la structure se révèle. Les instructions reçues par les chauffeurs sont fragmentées. Chacun ne connaît qu'une portion du trajet, jamais l'ensemble. Un numéro à appeler à un carrefour, un point de repère à suivre, une consigne de ne pas s'arrêter, une interdiction de poser des questions. Ce découpage n'est pas une maladresse, c'est une méthode. Il empêche la vision globale, réduit les fuites et transforme chaque conducteur en pièce isolée, incapable de reconstruire le plan. La règle est simple, personne ne doit comprendre l'architecture. Le convoi, lui, grandit à mesure que la nuit avance. 3 deviennent 5, puis 10. Chaque interception enrichit la cartographie. Routes secondaires récurrentes, points de regroupement discrets, références codées retrouvées dans des poches ou sur des téléphones. Les enquêteurs commencent à relier les segments comme on relie des fragments de cartes. Ils voient apparaître des lignes de circulation qui ne se croisent pas par hasard. Ils comprennent que le convoi visible n'est peut-être qu'une partie d'un dispositif plus large, conçu pour tester la vigilance de l'État tout en se dissimulant sous une normalité commerciale. Le point culminant se dessine quand les auditions convergent vers un détail qui agit comme un verrou. Plusieurs chauffeurs évoquent un créneau horaire garanti. Entre 3h45 et 4h20, la route devait être libre. Ce n'est plus seulement un itinéraire, c'est une temporalité contrôlée. Quelqu'un sait quand les contrôles se relâchent, c'est quand le passage est le plus sûr, et sait comment synchroniser des véhicules partis de lieux différents pour qu'ils s'alignent dans la même fenêtre. À ce stade, l'hypothèse d'un trafic opportuniste s'effondre. La synchronisation est trop parfaite pour être fortuite. Les répliques commencent alors.
L'affaire dépasse l'opérationnel et remonte vers le politique. L'enjeu n'est plus seulement de saisir des armes, mais de comprendre ce que cette saisie révèle. Une méthode reproductible. Si un réseau peut faire converger 57 camions sans alerter les radars, il peut recommencer ailleurs, avec d'autres marchandises, d'autres itinéraires, d'autres objectifs. Informé en temps réel, Ibrahim Traoré suit l'évolution, non comme un fait divers, mais comme une séquence stratégique. Chaque camion arrêté confirme que la menace réside autant dans la logique qui les a mis en mouvement que dans le contenu des caisses. Le convoi devient un révélateur. Il montre comment une attaque peut avancer sans violence apparente par la seule maîtrise des flux. Et lorsque la nuit s'achève, une certitude s'impose. Ce qui a été intercepté n'est pas seulement une cargaison. C'est la partie visible d'un plan conçu pour mesurer, puis contourner la capacité de réaction de l'État. Avant cette nuit-là, les interceptions frontalières liées à des cargaisons illégales restaient, dans l'imaginaire collectif comme dans les dossiers, des affaires fragmentées. Après l'arrêt des premiers camions, l'enquête change d'échelle et devient une reconstruction de système. Ce passage du cas isolé au module reproductible ne repose pas sur une intuition, mais sur trois mesures, qui, prises ensemble, structurent la preuve et obligent à reclasser l'événement. D'abord, un repère saute aux yeux, 57 camions. Ce volume impose une infrastructure, donc une planification durable. Le chiffre ne décrit pas seulement une quantité, il décrit une architecture. 57 véhicules supposent des points de départ multiples, des itinéraires compatibles, une discipline de coordination et une capacité à absorber des aléas sans rompre l'ensemble. Un trafic opportuniste cherche souvent la discrétion maximale. Il réduit la visibilité, évite l'alignement massif, minimise les risques d'alerte. Ici, c'est l'inverse. La quantité semble assumée, presque affichée comme une démonstration silencieuse. Cette ampleur transforme la lecture. La cargaison n'est plus la fin, elle devient le moyen par lequel un réseau mesure ce que l'État voit, ce que l'État rate, et combien de temps il met à relier les indices dispersés. Ensuite, un second repère s'impose, 700 millions de dollars. Une valeur si haute signale une intention structurelle, pas seulement criminelle. Ce chiffre fonctionne comme un indice de profondeur financière. Une cargaison évaluée à ce niveau ne s'assemble pas par improvisation successive. Elle suppose des circuits d'achat, des intermédiaires, des décideurs, une logistique de stockage et surtout une tolérance au risque calculé. Là encore, l'argument n'est pas moral, il est stratégique. Plus l'investissement est lourd, plus l'objectif tend à être durable. Un acteur prêt à mobiliser une telle valeur ne cherche pas uniquement un bénéfice ponctuel. Il cherche un effet, une capacité d'influence ou une modification de l'équilibre local. Ce repère déplace l'affaire du registre du banditisme vers celui de la pression politique. L'argent devient une trace, pas un simple montant. Enfin, un troisième repère verrouille l'analyse. 3A 45 à 4H20. Une fenêtre précise réduit le hasard et prouve un contrôle terrain. Un itinéraire peut se deviner. Une temporalité se contrôle. Cette précision indique un accès à l'information sur les contrôles ou une capacité à les contourner ou les deux. Elle révèle surtout une logique de synchronisation. Quand un réseau choisit un moment, il transforme le passage en rendez-vous. Ce détail est décisif parce qu'il fait entrer la menace dans le domaine du temps maîtrisé. La sécurité n'est plus seulement une question de barrières et de postes, mais de rythme, d'anticipation, de signaux faibles. Ces trois mesures, volume, valeur, fenêtre, forment un triptyque qui résume la méthode. Le volume décrit l'architecture. La valeur décrit la profondeur d'intention. La fenêtre décrit la capacité de contrôle
À partir de là, l'enquête ne peut plus rester une addition de saisies. Elle devient une reconstruction. Relier les trajets convergents, recouper les traces financières, comparer les origines et comprendre comment une chaîne d'approvisionnement traverse des frontières tout en restant dissimulée sous une couverture humanitaire ou commerciale. Dans ce cadrage, Ibrahim Traoré ne peut pas se contenter d'un effet d'annonce. Il exige une preuve robuste parce que la force du dossier ne tient pas à l'émotion d'une nuit, mais à la démonstration point par point qu'un plan existait, qu'il avait une logique et qu'il visait à tester puis contourner l'État. Ce que la quantification établit, au fond, ce n'est pas seulement combien a été saisi, c'est comment quand. L'attaque invisible devient mesurable. À mesure que les éléments de l'enquête deviennent publics, deux lectures opposées s'imposent dans les cercles d'analyse, et chacune mérite d'être entendue avant d'être contestée. Une première lecture apparaît dans certains cercles, celle de la minimisation. Certains observateurs affirment qu'il s'agit d'un trafic d'armes classique, simplement amplifié par une mise en scène politique. Le Sahel, disent-ils, est une zone de circulation connue. L'interception d'un convoi, même important, ne serait qu'une variation quantitative d'un phénomène ancien. Dans cette lecture, l'État aurait intérêt à grossir l'événement pour renforcer son autorité, justifier un durcissement sécuritaire ou consolider une légitimité interne. L'argument est cohérent. Les pouvoirs utilisent souvent les crises pour accélérer des agendas de contrôle. Une autre lecture, plus technique, propose une dépolitisation de l'affaire. Une autre lecture admet l'ampleur mais la rattache à des réseaux criminels transnationaux sans intention politique directe. La synchronisation, la fragmentation des consignes, la multiplicité des trajets seraient alors des pratiques éprouvées du grand banditisme conçu pour limiter les fuites et protéger les commanditaires. Dans cette optique, parler d'ingérence reviendrait à surinterpréter une logistique sophistiquée, mais fondamentalement commerciale. Ces deux thèses ont une force. Elles rappellent que la région connaît déjà des flux illicites et que des acteurs criminels peuvent atteindre un haut niveau d'organisation. Pourtant, elles butent sur trois éléments concrets qui, ensemble, excèdent les standards du trafic opportuniste. La convergence de dizaines de camions partis de points distincts, l'existence d'une fenêtre horaire garantie et la profondeur financière suggérée par la valeur annoncée. Un réseau criminel cherche l'efficacité et la discrétion. Il évite généralement les volumes susceptibles d'attirer l'attention. Ici, le volume semble au contraire assumé, comme si l'opération devait aussi mesurer la capacité de réaction de l'État. C'est précisément là que la lecture de Ibrahim Traoré tranche. L'affaire doit être traitée comme un test de résilience et non comme un simple délit transfrontalier. La décision n'est pas rhétorique. Elle oriente l'enquête vers la reconstruction d'un système plutôt que vers la recherche de coupables isolés. Le Stillman révèle alors sa limite. Ce qui pourrait ressembler à du crime organisé cesse de l'être lorsque la méthode devient un message et que le message vise la souveraineté. Ce n'était qu'un module. La bascule intervient lorsqu'en reliant des documents dispersés à des échanges cryptés, les enquêteurs voient apparaître un nom discret mais récurrent. Il ne décrit pas une cargaison, il décrit une architecture. À partir de là, les armes cessent d'être des objets saisis. Elles deviennent les marqueurs d'un système coordonné, capable d'assembler route, financement et temporalité sur plusieurs continents. Le point charnière n'est pas spectaculaire, il est intellectuel. L'opération observée n'est pas une fin, mais un élément reproductible. Cette compréhension recolle des pièces qui, séparées, pouvaient paraître banales. Les trajets convergent, la fragmentation des consignes, la fenêtre horaire garantie prennent sens ensemble. Ce n'est plus seulement comment faire passer, c'est comment mesurer, puis comment contourner.
Le convoi se révèle comme un test grandeur nature. Évaluer ce que l'État voit, ce qu'il relie et à quelle vitesse. À ce stade, Ibrahim Traoré fait un choix stratégique. Plutôt que de refermer l'affaire sur la seule saisie, l'État décide d'exposer la mécanique. La transparence devient un outil opérationnel. Nommer les liens, ordonner les preuves, retirer au réseau son avantage principal, le secret. Ce pivot ne clôt rien. Il ouvre une phase où comprendre vaut autant qu'intercepter et où la souveraineté se joue dans la capacité à rendre visible l'invisible. La saisie n'est pas seulement une victoire opérationnelle, elle reconfigure des équilibres parce qu'elle révèle une méthode capable de se déplacer. À partir du moment où l'État choisit d'exposer la mécanique, les effets se diffusent par cercles. Institutions, économie, société et dynamique régionale. Et dans ce jeu d'ondes, Ibrahim Traoré devient moins un commentateur qu'un point de stabilisation politique, car sa lecture de l'événement détermine la façon dont chaque acteur se prépare à la suite. Pour l'État, la première ronde est organisationnelle. Le choc principal est organisationnel. La sécurité cesse d'être un simple dispositif de poste et de barrière. Elle devient une question de synchronisation, de détection et de vitesse d'analyse. L'agenda politique se réoriente. Il ne s'agit plus seulement d'intercepter, mais de reconstruire des systèmes et d'anticiper des modules reproductibles. La pression augmente sur les institutions. Si une fenêtre horaire a pu être garantie, alors la frontière n'est plus un lieu, mais une information. L'État doit donc renforcer ses méthodes de recoupement et d'audit interne, car la faille peut se loger dans les procédures autant que dans le terrain. Pour les entreprises et l'économie, l'effet est plus discret mais immédiat. La conséquence immédiate est une tension sur les flux logistiques. Quand une couverture commerciale est utilisée comme masque, chaque camion devient potentiellement suspect et cela ralentit les échanges. Les transporteurs voient monter les coûts de conformité, les temps d'arrêt et l'incertitude au point de passage. Mais un second effet apparaît. La demande de sécurité intelligente augmente. Les acteurs économiques commencent à comprendre que la stabilité du corridor commercial dépend autant de la transparence des chaînes que de la présence armée. Dans ce contexte, l'État peut soit étouffer l'activité par excès de contrôle, soit moderniser le contrôle pour préserver la fluidité. La décision pèsera directement sur l'investissement. Pour la population, l'impact est à la fois social et psychologique. Sur le terrain social, l'affaire agit comme un révélateur de vulnérabilité, mais aussi comme un moteur d'unité. Dans les villages et les quartiers, la saisie devient un récit de vigilance. Si une menace peut se cacher dans la routine, alors chacun peut être un capteur. Cette idée renforce la légitimité de la réponse publique, parce qu'elle donne à la sécurité un visage collectif, pas uniquement militaire. Mais elle porte aussi un risque. Si la peur s'installe, la rumeur et la désinformation peuvent se glisser dans la même brèche que le convoi. La bataille devient alors aussi cognitive. Pour la région, l'onde devient stratégique. Au niveau sahélien, l'effet est stratégique. Les pays voisins prennent conscience que l'ingérence peut s'exprimer sans affrontement direct, par la maîtrise des routes et des horaires. Le Mali et le Niger, cités comme voisins alertés, renforcent donc leur vigilance et envisagent davantage de coopération. Le Burkina Faso devient un cas d'école, non parce qu'il a tout empêché, mais parce qu'il a montré qu'une attaque invisible peut être rendue visible. Cela modifie les relations diplomatiques. Certains partenaires réévaluent la stabilité du Sahel, d'autres y voient un terrain où la souveraineté se défend désormais par la preuve et la transparence. Au bout du compte, la saisie ne dit pas seulement ce qui a été stoppé, elle dit ce qui pourrait recommencer et ce que le pays choisit de faire de cette connaissance sous le regard de Ibrahim Traoré. Les 6 à 12 prochains mois se jouent moins sur un événement isolé que sur la capacité à transformer une saisie en apprentissage durable. Le convoi a révélé une méthode.
La question est désormais de savoir comment le système réagit quand la méthode tente de se répliquer ailleurs. Trois scénarios se dessinent sans certitude, mais avec une logique conditionnelle. Un premier scénario se dessine, une stabilisation sous tension. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso renforce ses contrôles et améliore la coordination interne sans pour autant fermer toutes les brèches. L'État gagne en vitesse de réaction, mais la pression politique monte. Chaque nouvelle alerte devient un test public, chaque faille potentielle nourrit l'opposition ou les campagnes de doute. Si la réforme sécuritaire avance, elle peut aussi provoquer des résistances institutionnelles, notamment autour des ressources, des nominations et de la lutte anticorruption. L'économie s'adapte, mais supporte des coûts logistiques plus élevés. La situation reste contenue, mais vulnérable au choc. Un second scénario, plus favorable, repose sur une consolidation et une coopération régionale. Ici, la saisie devient un catalyseur. Le pays capitalise sur la vigilance accrue pour moderniser la détection et renforcer le partage de renseignements avec les voisins. La coopération avec le Mali et le Niger se structure davantage, et l'approche méthode contre méthode s'impose. Recoupement, traçabilité, dite transparence. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso diversifie ses partenariats et obtient des appuis techniques qui améliorent la surveillance et la formation. L'engagement citoyen reste élevé et la cohésion nationale se consolide autour d'un récit de résilience. Un troisième scénario, plus sombre, correspondrait à une contre-offensive invisible et à une instabilité accrue. Dans ce cas, des forces extérieures ou des relais internes exploitent les vulnérabilités restantes. La réponse prend la forme d'actions discrètes: désinformation, sabotage logistique, corruption ciblée, pressions économiques. Les les tensions sociales s'exacerbent, la confiance se fragilise et la réforme sécuritaire devient aussi un terrain de polarisation. Paradoxalement, le pays peut se durcir, mais au prix d'un climat de méfiance. Une recommandation de pensée s'impose. Si la menace se cache dans la routine, alors la solution doit s'installer dans la routine aussi. Autrement dit, ne pas miser sur un coup spectaculaire, mais sur une capacité quotidienne à relier les signaux faibles, ce que Ibrahim Traoré tente de transformer en doctrine. À distance, l'affaire peut paraître technique: des camions, des itinéraires, des horaires, mais elle parle de quelque chose de plus intime: la façon dont une menace peut se glisser dans ce qui semble normal. Et c'est précisément là que le spectateur est concerné, même s'il n'habite pas près d'une frontière. Pour une partie du public, l'impact est d'abord cognitif. Quand un réseau utilise la routine comme camouflage, la vigilance ne consiste plus à avoir peur, mais à apprendre à trier. Une rumeur peut circuler comme un convoi, fragmenté, synchronisé, porté par des relais qui ne se connaissent pas. Dans ce sens, l'histoire devient une leçon sur la vérification, sur la patience, sur la capacité à demander: qui gagne à ce récit? Qu'est-ce qui est prouvé? Qu'est-ce qui n'est qu'impression? Pour d'autres, l'effet est social. La souveraineté n'est pas un mot abstrait, elle devient une pratique quotidienne, faite de confiance et de responsabilité partagée. Quand un pays comprend qu'il peut être attaqué sans combat visible, il comprend aussi que la défense ne repose pas uniquement sur les forces de l'ordre, mais sur une société qui refuse la passivité. Signaler une anomalie, protéger des informations sensibles, ne pas nourrir la panique. Enfin, il y a une dimension humaine. Ceux qui travaillent dans l'ombre, chauffeurs, contrôleurs, agents, familles, portent la tension d'un système où chaque geste banal peut cacher un risque. Si l'État apprend à lire les détails, le citoyen apprend à ne pas s'abandonner au bruit. La question, au fond, n'est pas seulement comment il passe, mais comment nous regardons. À ce stade, l'objectif n'est pas de produire un plan idéal, mais une séquence faisable. Qui fait quoi, quand et comment mesurer. La logique est ça simple.
Si l'attaque avance par la maîtrise des flux, la défense doit progresser par la maîtrise des signaux. D'abord, sur les 0 à 3 prochains mois, le renforcement de la détection frontalière devient prioritaire. Les forces de sécurité renforcent la surveillance par des outils adaptés, drones d'observation, caméras haute définition et systèmes d'alerte automatisés. On pourra mesurer cela par réduction du temps entre anomalies détectées et intervention. Ensuite, sur les 0 à 6 prochains mois, un renseignement mieux intégré doit s'installer. Création d'une cellule de recoupement qui relie itinéraires, saisies, téléphones et données administratives. On pourra mesurer cela par capacité à reconstruire une chaîne logistique complète à partir d'indices fragmentés. Dans le même horizon, la coopération régionale doit devenir opérationnelle. Accords opérationnels avec les voisins, notamment le Mali et le Niger, pour partager des informations et harmoniser les contrôles sur les axes sensibles. On pourra mesurer cela par nombre d'alertes croisées et délais de réaction transfrontalière. Puis, sur les 3 à 12 prochains mois, la justice et l'anticorruption doivent renforcer la robustesse du système. Audit des procédures, contrôle des contrats, mécanisme de sanction. On pourra mesurer cela par nombre de procédures renforcées et traçabilité des décisions critiques. Enfin, dans la durée, l'éducation civique doit ancrer une vigilance partagée. Campagne de sensibilisation sur la vérification de l'information et la vigilance communautaire. On pourra mesurer cela par participation, signalement pertinent, diminution des rumeurs nocives. Dans cette approche, Ibrahim Traoré cherche moins un symbole qu'un système, transformer une saisie en doctrine et une doctrine en routine. Car la souveraineté ne se protège pas seulement par des postes, elle se protège par la capacité de rendre visible l'invisible jour après jour. L'image reste simple, presque silencieuse. Moussa Kaboré tenant une cloche forgée à partir des armes saisies, un objet ordinaire transformé en symbole. Dans le tumulte des analyses, cette cloche dit autre chose que la victoire, elle dit la vigilance. Elle rappelle que la menace la plus dangereuse n'est pas toujours celle qui fait du bruit, mais celle qui sait se fondre dans la routine jusqu'à devenir invisible. Autour de ce geste, le pays relie la nuit autrement. Ce n'est plus seulement une interception, c'est une preuve que l'État peut apprendre vite, relier des indices et interrompre une mécanique avant qu'elle ne s'étende. Le son de la cloche n'est pas un triomphe, c'est une alarme transformée en cohésion. Il résonne dans les rues et les villages comme une promesse. La souveraineté n'est pas une posture, c'est une discipline collective. Dans cette scène, Ibrahim Traoré insiste sur une idée qui serre le cœur parce qu'elle est lucide. La véritable victoire ne réside pas dans ce qui a été saisi, mais dans ce que le pays a compris. Et ce qui a été compris, c'est que l'unité commence là où l'invisible est rendu visible. Et une phrase finit par s'imposer, comme un fil tendu. La routine est un champ de bataille. L'histoire du convoi et de la cloche n'est pas une fin, c'est une ouverture. Elle dit qu'un pays peut être testé sans qu'un seul coup de feu soit tiré et que la réponse la plus durable n'est pas seulement militaire, elle est sociale, cognitive, institutionnelle. Ce que le Burkina Faso a traversé rappelle une règle froide. Quand une menace se cache dans la normalité, la défense doit devenir une habitude, pas une réaction. C'est ici que la cloche prend sa pleine valeur. Elle n'appelle pas à la peur, elle appelle à l'attention, à vérifier avant de répéter, à regarder les détails avant de céder aux récits faciles, à comprendre que la souveraineté se construit autant dans les procédures que dans les conversations quotidiennes. Alors, une question demeure, ouverte et utile. Comment une société peut-elle rester libre si elle laisse l'invisible décider du rythme? Et vous, quels gestes concrets, même modestes, choisissez-vous pour renforcer la vigilance et la cohésion autour de vous, dans votre communauté, votre travail, votre façon de partager l'information?